Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la une. Ce soir, justice, le tribunal correctionnel et civil de Soutoboua a condamné 4 trafiquants d'ivoire à 60 mois de prison ferme. On y revient. Puis ce mardi, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, ancien archevêque émérite de Lomé, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Dans ce journal, nous reviendrons sur son parcours. À l'international, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a entamé ce lundi l'examen des recours contestant les résultats des élections présidentielles de décembre dernier. Les précisions dans ce journal. Au Kenya, la décision annoncée par le président William Ruto de supprimer l'obligation de visa pour les visiteurs étrangers a engendré des débats au sein de la population. Certains expriment des inquiétudes en ce qui concerne la possible augmentation de l'immigration illégale, tandis que le gouvernement soutient que cette mesure vise à stimuler le tourisme et le commerce. Le point dans un instant, restez avec nous. Rebonsoir à toutes et à tous. Le tribunal correctionnel et civil de Soutoboua a prononcé une condamnation de 60 mois de prison ferme à l'encontre de 4 trafiquants d'ivoire. De plus, ces contrevenants devront verser 5 millions de francs CFA en dommages et intérêts à l'État togolais. Les faits remontent à octobre 2023. Le récit de Kofi Kligé. Le tribunal correctionnel et civil de Soutoboua a condamné par contumace 2 commerçants de défense d'éléphants. Ils avaient été reconnus coupables de complicité de trafic. Et ils sont condamnés à 60 mois de prison ferme et à payer une amende de 5 millions de francs CFA. 2 autres personnes spécialisées dans le commerce illégal de défense d'éléphants ont été aussi condamnées à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis. Ces derniers doivent aussi s'acquitter d'une amende de 2 millions de francs CFA. Les 4 trafiquants, tous réunis, doivent aussi verser solidairement à l'État togolais 5 millions à titre de dommages et intérêts. Le Togo se montre de plus en plus intraitable sur la question des espèces animales protégées. La déclaration de Bamako a marqué la formalisation de cette lutte contre le trafic illicite d'ivoire ou d'éléphants. Au dernier inventaire, le parc Fazao Malfakassa ne dispose que de moins de 200 éléphants. Cependant, la zone représente une plaque tournante du commerce illicite d'ivoire à cause de sa proximité avec le parc et la frontière ghanéenne. Selon les autorités environnementales, l'accroissement du braconnage à cause de la forte demande internationale de défense d'éléphants est une véritable menace pour les éléphants. Ainsi, les agents d'application de la loi doivent le faire avec la dernière rigueur pour dissuader les potentiels récidivistes. Et puis la nouvelle du décès de Monseigneur Podro qui a intensement circulé sur les réseaux sociaux en ce jour a été confirmée par Monseigneur Benoît Alowonou, président de la conférence des évêques du Togo. Retour sur la vie et le parcours de l'archevêque émérite de Lomé à travers ce reportage de Bernard Canvi. Monseigneur Philippe Fanoko Podro vient d'achever son parcours terrestre et n'est plus du monde des vivants. L'archevêque émérite de Lomé est décédé en Suède. L'information est rendue publique par le président de la Confédération des évêques du Togo, Monseigneur Benoît Alowonou, ce mardi, à Atakpamé, en pleine assemblée générale de la Fraternité des prêtres diocésains du Togo. Philippe Fanoko Kosi Podro, à l'état civil, est né le 30 mars 1930 à Tomegbe, dans la préfecture de Wawa. Le 2 mai 1976, Podro est ordonné évêque avant d'être nommé archevêque métropolitain de Lomé le 17 décembre 1992. Il a exercé cet épiscopat jusqu'au 8 juin 2007, date à laquelle il a pris sa retraite après 40 années de sacerdoce. Jusqu'à sa mort, il a partagé sa vie entre l'Église et la politique. Du 1er juillet au 28 août 1991, Monseigneur Philippe Podro est appelé à diriger la Conférence nationale souveraine. La direction du Haut Commissariat de la République, dont les travaux ont produit la Constitution togolaise de la 4e République adoptée en 1992, lui a ensuite été confiée. Ainsi, durant 2 ans et demi, il a exercé la fonction de président du Haut Conseil de la République
qui est le Parlement transitoire de 1991 à février 1994. Lors de la dernière élection présidentielle de 2020, Monseigneur Kpodjoro a soutenu la candidature de l'ex-premier ministre Agbeyome Kodjo, avec qui il a créé la dynamique qui porte son nom. Ensuite, le prélat est parti en exil jusqu'à ce jour où il est mort à l'âge de 93 ans. Le Togo veut stimuler l'adoption des véhicules électriques par des mesures fiscales incitatives en étendant les exonérations pour les véhicules et batteries neufs. Cette initiative va permettre au pays d'atteindre l'objectif de rendre 3% de son parc automobile entièrement électrique d'ici 2025, malgré les défis économiques persistants. Les précisions avec Harold Messon-Attan. Dans l'objectif d'atteindre une mobilité plus verte et plus propre, le Togo, au travers de sa loi Finance 2024, va mettre en place des mesures incitatives visant à favoriser l'adoption de véhicules électriques dans le pays. L'une des principales initiatives de cette loi est l'extension des exonérations fiscales pour les véhicules électriques et hybrides neufs, ainsi que pour leurs batteries et les motocycles électriques neufs. Ces véhicules bénéficieront d'un abattement de 100% sur la valeur en douane, encourageant ainsi leur importation et leur acquisition sur le marché intérieur. Confronté à une croissance de son parc automobile, le Togo fait également face à un défi environnemental avec une majorité de véhicules considérés comme vieux et polluants. L'objectif déclaré est donc de rendre 3% de son parc automobile entièrement électrique d'ici 2025. Cependant, certaines mesures, telles que la récente réduction des frais de dédouanement pour les voitures de plus de 5 ans, suscitent des interrogations quant à la réalisation de cet objectif. Malgré les incitations, le coût élevé des véhicules électriques reste un frein à leur adoption généralisée. Cependant, des signes prometteurs émergent du secteur des deux roues où les mesures ont conduit à des progrès notables. Atteindre l'objectif de mobilité verte nécessitera des efforts supplémentaires pour promouvoir activement cette transition et soutenir l'innovation dans le domaine de la mobilité électrique. Des ajustements continus dans les incitations fiscales et des partenariats avec l'industrie automobile pourraient jouer un rôle crucial dans la réalisation de ce plan de transition vers une mobilité plus durable au Togo. Au-delà de nos frontières, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a entamé ce lundi l'examen des recours contestant les résultats provisoires des élections présidentielles des 20-21 décembre dernier. Plus de détails dans ce reportage. Monsieur Théodore Moïlunga Boasenga contre la CENI. La Cour constitutionnelle fait salle comble lorsqu'à midi ce lundi, la séance s'ouvre. Théodore Ngoy, ici de dos, est avocat et pasteur d'une église de réveil. Il plaide sa cause quasi seul face au juge. Selon lui, les fraudes et autres irrégularités enregistrées le jour du vote doivent conduire à son annulation. Le camp du président Félix Tshisekedi a dépêché plusieurs avocats pour lui répondre. Même si Théodore Ngoy, candidat président indépendant, n'est pas un opposant d'envergure, il est arrivé dernier du scrutin selon les résultats provisoires avec 0,02% des voix. J'ai parlé pour le peuple. Je n'ai pas parlé pour moi. J'ai parlé pour nous tous. Nous avons le droit d'être dirigés par un président régulièrement élu. Pour le moment, c'est un président irrégulièrement élu. Et j'espère que la Cour constitutionnelle ne va pas confirmer l'élection. L'audience de la Cour constitutionnelle, lui, a préféré la suivre à la télévision depuis son bureau. Ce député national sortant du camp présidentiel écoute les débats avec délectation. La saisine de la Cour, chose que Théodore Ngoy a fait, il faut la situer. Est-ce qu'entre la raison et l'émotion, parce que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que j'ai battu Félix Tshisekedi, ça c'est l'émotion. La raison oblige à quiconque de ces 26 candidats de s'incliner et féliciter Félix Tshisekedi, c'est ça la raison. La DIPRO, parti d'opposition, est sur une ligne proche. Son candidat président Constant Moutamba s'incline, lui, sans tergiverser devant la victoire annoncée de Félix Tshisekedi, malgré les dénonciations de fraude. Ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi.
parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. Avec l'écart créé de plus de 10 millions de voix, lorsque nous avons fait les statistiques de ces voix invalidées, ça ne représente même pas le 1% des voix obtenues par le président Tshisekedi. Nombre d'autres opposants congolais estiment eux aussi que le scrutin du 20 décembre est entaché de fraude, mais aucun n'a saisi la Cour constitutionnelle qu'ils estiment inféodée au pouvoir. Les juges ont promis de rendre leur décision avant le 12 janvier. Depuis le 1er janvier, l'entrée sur le sol kényan requiert désormais une autorisation électronique de voyage ETA obtenue en ligne 72 heures avant l'arrivée en remplacement du visa. Cette décision préalablement annoncée par le président William Ruto à la fin de l'année précédente suscite des réactions mitigées au sein de la population. Plusieurs raisons sont évoquées, plus de détails. La suppression des visas d'entrée au Kenya est effective depuis le 1er janvier. Pour fouler le sol de ce pays d'Afrique de l'Est, il suffit désormais de demander une autorisation électronique de voyage 72 heures avant son départ. Coût du document, $30. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité. Les appréhensions concernent notamment les délais d'obtention de ce précieux sésame, alors que le pays a annoncé dimanche avoir reçu environ 10 000 dossiers irrélatifs. Seuls 4 000 au moins ont été traités. Mais pas que. La nouvelle disposition pénalise des ressortissants de plusieurs pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa pour la destination Kenya. Désormais, ils doivent obtenir l'autorisation électronique de voyage. La suppression des visas initiée le mois dernier visait à donner un coup de fouet au tourisme local. Le Kenya veut multiplier par 200 le nombre de touristes afin d'atteindre 4,5 millions de visiteurs d'ici à 2027. Des voix mettent cependant en garde contre un effet boomerang. Toujours au Kenya, la lutte contre les mutilations génitales féminines médicalisées, communément appelée excision, demeure un défi majeur malgré son interdiction en 2011. Dans le pays, des professionnels de la santé persistent dans cette pratique dangereuse envers les jeunes filles et les femmes. Dans ce contexte, des ONG s'efforcent de sensibiliser la population afin d'éliminer cette pratique. 67 ans, Doris est ce que l'on appelle une coupeuse. Ce qu'on fait, c'est qu'on va jusqu'au sommet du clitoris et on le découpe en petits morceaux. Pour éviter les saignements, on bloque d'abord et ensuite on coupe. Pendant des années, cette sage-femme, elle aussi excisée, a pratiqué des excisions sur des petites filles. Une pratique pourtant interdite depuis 2011 qui lui permettait de doubler ses revenus. On excise pour empêcher une activité sexuelle inutile. L'excision réduit la libido. Je suis soulagée que le gouvernement l'ait interdit, car dans certaines communautés, c'était si extrême que ça affectait les femmes pendant l'accouchement. Certaines femmes ont non seulement le clitoris coupé, mais aussi les petites lèvres et les grandes lèvres, ce qui oblitère le canal de l'accouchement. Comme Doris, de nombreux professionnels de santé pratiquent des MGF, des mutilations génitales féminines. Jadis réalisées en public par une femme de la famille, se fait désormais dans des cliniques privées et des centres de santé. C'est le cas à Kizi, à 300 km à l'ouest de la capitale Nairobi. Selon le gouvernement, plus de 80% des MGF y sont réalisés par des soignants. Ici, l'excision est un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Alors, pour sensibiliser la communauté, une ONG locale organise un rite de passage alternatif, combinant les rituels de célébration et les enseignements traditionnels. La différence ici, c'est qu'aujourd'hui, elles seront considérées comme des grandes filles, mais sans avoir à subir l'excision. Nos filles sont excisées très jeunes. Elles sont excisées par du personnel médical, mais dans le lot, il y a beaucoup de charlatans. Why me, mama? Why me, daddy? Why me, mama? Why me, my people? Pour l'ONG, l'enjeu est de protéger les jeunes générations contre ce fléau qui menace leur santé physique, psychologique et sexuelle.
J'ai subi la coupure, mais je ne veux pas que mes filles subissent la même chose. Lors d'un séminaire auquel j'ai assisté, on nous a parlé des complications lors de l'accouchement pour les femmes qui ont subi la coupure. Et j'ai vécu la même chose en me rendant à l'hôpital pour accoucher. J'ai fini par accoucher en chemin. Je ne veux pas que mes enfants connaissent cette souffrance. À l'issue de la cérémonie, chaque fillette reçoit un diplôme. Les autorités kenyanes estiment que le taux de MGF a diminué de plus de moitié entre 1998 et 2022, passant de 38 à 15%. Mais des ONG préviennent que les chiffres réels pourraient être supérieurs. Puis les candidats sénégalais à l'immigration vers les États-Unis utilisent de plus en plus le Nicaragua comme tremplin. Nicaragua, un pays de l'Amérique centrale, malgré les risques et les incertitudes liées à ce processus, de nombreux individus choisissent cette voie. Reportage. Ce coucher du soleil et ses jeux sur le sable fin du littoral de l'océan Atlantique semblent ne pas participer au bonheur de nombreux Sénégalais. Face aux conditions de vie jugées drastiques, plusieurs jeunes rêvent de quitter le pays. Si hier, l'Europe était en ligne de mire, une autre voie d'accès à la vie dont ils rêvent ferait cette, les États-Unis. Au Sénégal, c'est partout dans les rues. Tout le monde parle du Nicaragua. C'est un secret de polichinelle. Quand j'en ai entendu parler, j'ai enquêté. J'ai commencé à suivre les lives sur les réseaux sociaux. Puis j'ai fait des démarches pour connaître les personnes qui vendaient les billets. Je suis parti du Sénégal pour le Nicaragua. J'ai fait une escale au Maroc, après une autre en Espagne, puis au Salvador. Et j'ai atterri au Nicaragua. C'est à partir de là que la route vers les États-Unis d'Amérique est devenue clandestine. Le soudeur professionnel a été arrêté à la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique avant d'être rapatrié au Sénégal. Dans le pays, des offres de billets d'avion pour le Nicaragua se trouvent sur de nombreuses pages Facebook. Je peux dire que d'octobre à décembre 2023, j'ai à peu près 1200 personnes qui sont passées dans mon agence. Et chaque personne, maximum, il a payé 3 500 000 pour avoir ce billet d'avion. De Dakar, Nicaragua. Cette nouvelle voie migratoire semble être davantage pratiquée par des couches de jeunes migrants qui ont gagné de l'argent à Dakar. Le rêve américain est déjà dans la construction du Sénégalais, ce qu'on appelle la réussite à Dakar. Pour nombre de ces populations jeunes qui veulent partir aux États-Unis, ils avaient déjà franchi une première étape. Ce sont des populations qui viennent de l'Interland, de l'intérieur du pays, et qui ont réussi à s'imposer à Dakar. Donc ils ont franchi une première étape avant de rejoindre les États-Unis. Plus de 9000 Sénégalais ont été arrêtés alors qu'ils franchissaient la frontière de l'Arizona entre le 1er octobre et le 9 décembre de l'année dernière, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au mois précédent. En Haïti, un mandat d'arrêt a été émis contre 30 hauts fonctionnaires, dont d'anciens présidents et premiers ministres, face à des accusations de corruption. Reportage. Des accusations de corruption gouvernementale ont conduit un juge haïtien à émettre des mandats d'arrêt visant plus de 30 hauts fonctionnaires, parmi lesquels figurent d'anciens présidents et premiers ministres. Les personnes mentionnées comprennent les anciens présidents Michel Martelly et Joslerme Privert, ainsi que les anciens chefs de gouvernement Laurent Lamotte, Jean-Michel Lapin, Yvan Spol et Jean-Henri Séan. Les mandats émis vendredi et divulgués sur les réseaux sociaux le week-end dernier inculpent ces fonctionnaires de malversation financière et de détournement de matériels associés au Centre national d'équipement. Ce centre est dédié à l'emploi de machines lourdes dans des missions telles que la construction de routes ou le dégagement des décombres, particulièrement après les tremblements de terre. À ce stade, aucune arrestation n'a été réalisée dans le cadre de cette affaire. Notons qu'il est également inhabituel qu'un haut fonctionnaire haïtien fasse l'objet d'accusations de corruption et encore plus rare qu'il soit traduit en justice. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.